Bonsoir à tous et bienvenue. Abonnez-vous dès maintenant à notre nouvelle chaîne NTD Actualité en cliquant sur le bouton sous la vidéo. N'hésitez pas à aimer et partager car tout le monde mérite des informations fiables et authentiques. Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Bleibtreu. En cette nouvelle année, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, au nom de toute l'équipe de NTD Actualité, une très bonne année 2022 et de vous présenter nos meilleurs vœux. Puisse 2022 nous révéler des vérités, emplir nos cœurs de bonté et nous inspirer la tolérance. En France et en Allemagne, on a célébré la nouvelle année sur fond de variant Omicron. Beaucoup ont fait la fête, même en petits groupes, laissant la pandémie derrière eux. Un reportage d'Andrew Thomas de NTD. Les célébrations à grande échelle du Nouvel An ont été annulées et la vente de feux d'artifice interdite. Les célébrations traditionnelles et les feux d'artifice à la porte de Brandebourg sont toujours d'actualité, mais sans public cette année. Nous n'avons rien prévu et nous ferons la fête en petit cercle d'amis. Malheureusement, les feux d'artifice sont interdits. Des vœux pour la nouvelle année, la santé et que tout redevienne normal. Les restrictions entrées en vigueur ces derniers jours prévoient notamment de limiter les rassemblements privés à 10 personnes. Certaines personnes de la capitale ont dit qu'elles essaieront d'en profiter au maximum et d'entamer la nouvelle année avec prudence. Beaucoup d'entre elles ont exprimé le souhait que 2022 voit la fin de la pandémie et un retour à la vie normale. Comme chacun, probablement. Laisser cette crise derrière nous et peut-être un peu plus de bon sens de la part de certaines personnes pour y arriver, mais fondamentalement, juste être heureux et satisfait. Jusqu'à présent, 71% de la population a été entièrement vaccinée et 37% a reçu un rappel. Malgré l'annulation des feux d'artifice et le renforcement des restrictions, certains à Paris ont déclaré jeudi qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la variante Omicron ait un impact sur leur célébration du Nouvel An. Mon 31, moi ce que j'ai prévu c'est d'être avec des amis, du coup non, j'ai pas beaucoup d'impact pour le coup dû aux restrictions sanitaires. Par contre, pour ce qui est de l'école, ça j'ai des restrictions assez sévères, c'est qu'on finit finalement par retourner en distanciel, ce qui va être assez prenant. Alors je vous avoue que moi personnellement ça ne va rien changer à mon réveillon puisque je ne serai même pas sur la région parisienne ou en France. Je vais en Suisse. En Suisse les clubs ne sont pas du tout fermés ni les bars. Il suffit tout simplement de montrer patte blanche comme on dit. Donc double dose de vaccin, donc je suis vacciné et un test antigénique de moins de 24 heures. Les municipalités de Paris ont annulé le feu d'artifice prévu sur les Champs-Élysées le soir du Nouvel An et ont appelé la population à éviter les grands rassemblements, mais n'ont pas imposé de couvre-feu. Andrew Thomas, NTD News. Cette année marque le 200e anniversaire de la mort de l'empereur français Napoléon. L'une des dernières expositions honorant l'héritage de l'empereur transporte les visiteurs dans les palais où il a vécu et leur permet d'admirer des objets et des chefs-d'œuvre uniques. Le correspondant de NTD, David Vives, nous en parle. Peinture, sculpture, tapisserie et mobilier. Sous Napoléon, les artistes et les artisans étaient très productifs. Lorsque l'empereur n'était pas en guerre contre l'Europe, il se reposait dans ses palais au milieu de ses généraux comme de sa famille. L'exposition à l'atelier des Gobelins présente certains des objets utilisés par l'empereur. Lorsque Napoléon installe son empire en 1804, il organise de nouvelles règles sur la façon de meubler les palais, ce qui signifie que chaque pièce doit être meublée d'une manière spécifique. On dit que Napoléon a mis fin à la Révolution française en rétablissant certaines traditions de la monarchie. Il a fait de même avec sa cour personnelle. En 1804, au début du Premier Empire, Napoléon réorganise une cour. Le mode de vie avec une cour au palais n'existait plus depuis 1789, donc depuis la Révolution française. Les règles qu'il a établies sont inspirées de celles qui existaient sous le règne de Louis XIV. Le mobilier était conçu dans les moindres détails, comme ces chaises. Chacune d'entre elles devait être utilisée par une personne d'un rang spécifique. L'exposition présente également des chefs-d'œuvre uniques restaurés. L'art du Premier Empire, créé sous Napoléon, présente un style antique revisité. Les statues présentent des héros grecs, des anges ailés et des chérubins. Tous ces artistes ont été formés au XVIIIe siècle, donc ils étaient évidemment encore très influencés par ce qu'ils ont appris en termes de couleurs et d'ornements.
Pendant ces 14 années de règne de Napoléon Bonaparte, puis de Napoléon Ier, ils ont commencé à faire un nouveau style plus inspiré par l'Antiquité. Une caractéristique étonnante de ces artefacts est leur niveau de détail. Plus on regarde de près, plus on trouve de détails. Selon Barbier, les artisans de l'époque ont atteint de nouveaux sommets dans leur habileté. Ils mélangent également le bronze doré et le bronze noir, ce qui crée un fort contraste. L'exposition s'appelle « Les Palais perdus », en référence aux châteaux qui se sont effondrés ou ont été détruits après le règne de l'empereur. Il reste encore quelques jours pour visiter l'exposition avant que les objets ne retournent aux archives nationales. David Vives, NTD News, Paris. Lorsque des voleurs ont dérobé 3 tonnes d'huîtres à Christophe Guinaud, un conchiliculteur, il a trouvé une solution. Insérer des messages secrets à l'intérieur des coquilles d'huîtres pour aider la police à retrouver les voleurs. Depuis que Guinaud a mis en place cette méthode en 2016 sur les sites de son exploitation dans la ville de Leucate, dans le sud de la France, il affirme qu'il n'y a pas eu de nouveaux vols d'huîtres dans son exploitation. Grâce à la traçabilité obligatoire que nous avons sur nos coquillages, ça va pouvoir me permettre de remonter jusqu'à la personne indélicate, un professionnel de la mer ou pas, qui les aura vendus à un grossiste qui lui-même l'aura vendu à un poissonnier. Et avec l'aide de la brigade nautique et de la gendarmerie maritime, nous allons pouvoir interpeller, enfin ce sera leur métier, d'interpeller la personne indélicate qui a l'habitude de voler dans les parcs à huîtres. Les huîtres sont chères, un plat de 6 huîtres de qualité supérieure peut coûter jusqu'à 24 € dans certains restaurants parisiens. La demande d'huîtres est la plus forte pendant la période des fêtes, qui est aussi la période la plus active pour les voleurs. Et là, moi je la vois, c'est celle-ci. C'est vrai que rien ne la discerne des autres, sauf pour moi. Parce que moi je vis avec, en fait. C'est elles qui vivent avec moi, c'est mes bébés. Guinaud élève des huîtres dans une lagune côtière près de la frontière française avec l'Espagne. Les coquillages sont élevés dans des cages attachées par des fils à un cadre métallique qui les empêche de dériver. Les voleurs se rendent en bateau jusqu'aux cages et les volent dans l'eau. La solution de Guinaud, prendre une coquille d'huître vide, y installer un petit billet enroulé, recoller la coquille et la déposer dans la cage. Le billet informe la personne qui ouvre la coquille d'huître qu'elle a gagné son poids en huître et l'invite à appeler pour réclamer son prix. Toute personne réclamant son prix se verra demander où elle a acheté les huîtres. S'il ne s'agit pas d'un endroit que Guinaud fournit, il saura alors que les huîtres ont été volées et pourra mettre la police sur la piste des voleurs. Ça a été dissuasif et le côté dissuasif pour moi m'importe davantage que le côté répressif. Et en tout point, ce système-là aura été efficace. Et je pense que depuis 5-6 ans, il n'y a plus eu aucun vol d'huîtres, plus aucune plainte déposée. Et n'importe qui peut, avec 35 €, peut se prémunir de vol, de pillage dans les parcs, parce que c'était des centaines de kilos, voire des tonnes. Et en ces périodes de fin d'année, ça fait encore moins plaisir et c'est encore plus douloureux qu'à d'autres moments. D'autres producteurs de la région ont suivi son exemple et ont également disposé des notes parmi les huîtres. Lorsqu'ils ont été victimes de vols, certains ont reçu des appels de consommateurs qui avaient ouvert les huîtres contenant les billets. La police a alors été alertée. Depuis 2016, où nous avions des centaines de kilos volés, on a chaque année on a une dégressivité de vol. Et donc nous sommes arrivés maintenant à... L'année dernière, c'était encore quelques vols de connus, mais très peu, on va dire moins de 5. Et cette année, fin 2020, il n'y en a pas eu, quasiment. La nouvelle s'est répandue, créant un effet dissuasif. Les vols d'huîtres dans la région ont diminué, passant de 19 incidents signalés dans la région en 2017 à 9 en 2018, 6 en 2019 et aucun en 2020, selon les chiffres du ministère français de l'Intérieur. Hier, quelques heures avant le réveillon de la Saint-Sylvestre, les citoyens suisses se sont promenés au bord du lac Léman afin de profiter des derniers rayons de soleil de l'année 2021. Fatigués par les tumultes de la crise sanitaire et bien décidés à repartir sur de bonnes bases, ils ont émis le souhait de vivre un 2022 fait de liberté et de santé. Notre journaliste Laetitia Rodriguez est allée à la rencontre des passants pour leur donner la parole. Bonjour.
L'année 2021 est sur le point de se terminer. En Suisse, les citoyens vont célébrer comme chaque année, au restaurant ou chez eux en famille. NTD Suisse était à Genève quelques heures avant le début des festivités. Alors, quels sont vos souhaits pour 2022 et quelles sont les résolutions que vous avez prises ? Mes résolutions pour 2022, c'est de vraiment aller jusqu'au bout de tous mes projets créatifs. C'est aussi de passer beaucoup plus de temps avec ma famille, avec les gens qui me tiennent à cœur. Et puis aussi commencer un peu la méditation. J'ai reçu un cours de méditation et maintenant je vais m'y mettre plus sérieusement. Finir mon année scolaire, être diplômée et puis profiter. Rentrer dans une école de photo et aussi réussir dans le mannequinat. Plus de sport, me dépenser un petit peu plus et après être positif. Parce qu'avec la situation actuelle, c'est pas facile, donc garder un esprit positif et être optimiste pour la suite. En cette soirée du 31 décembre, les règles fédérales étaient simples. Il était possible de se réunir à plus de 30 personnes dans un foyer pour faire la fête, mais dans le cas où l'un des convives n'était ni vacciné ni guéri, la limite était de 10 personnes seulement. De façon générale, les citoyens suisses se sont dit fatigués des restrictions sanitaires qui pèsent sur le pays. Leur souhait le plus cher pour l'année 2022, la fin de la crise Covid. Quels sont vos souhaits de manière générale pour l'année 2022 pour qu'elle soit meilleure ? J'espère que ça ira mieux au niveau de la crise sanitaire, parce que je connais beaucoup de personnes qui vont pas très bien suite à ça, suite aux crises économiques et puis qui est due à la crise sanitaire surtout. Que le Covid s'arrête, qu'il n'y ait plus de restrictions et qu'on soit tous en bonne santé. Que la vie reprenne un peu normalement et les voyages, les soirées et tout ça. Qu'on se débarrasse de ces masques. Et voilà, que la vie reprenne. Ouais, le voyage. Pour moi, c'est vraiment le voyage, pouvoir voyager et puis repartir un peu comme on veut sans se préoccuper de tout ça, quoi. Qu'on sorte un peu de cette crise sanitaire et économique, ça serait chouette. Et que les personnes soient un peu moins individualistes et un peu plus altruistes. En fin de journée, les Genevois et les touristes se sont promenés au bord d'un lac ensoleillé afin de faire le plein d'énergie pour la nouvelle année. Et dans l'espoir d'oublier quelque peu le Covid et la crise sanitaire, les citoyens suisses ont proposé des remèdes plutôt efficaces. Il faut rester fort et puis on espère que ça passera et qu'on reste soudés. C'est vraiment que chaque humain suive sa joie. Ouais, j'ai vraiment ce souhait qu'on puisse tous vivre de notre créativité, de notre joie. Moi, c'est ce qui me passionne le plus. Je dirais de regarder déjà tout ce qui est déjà là. Enfin, on a tendance à comparer. Souvent, si on n'est pas heureux, c'est qu'on compare avec ce qu'on a perdu ou ce qu'on aimerait qu'il soit. Moi, je pense que s'entourer des bonnes personnes, c'est la meilleure chose, de rester entouré, de se motiver et puis et de penser à l'avenir et que ça ira mieux. Essayer de parler aux gens, d'aller voir quelqu'un. Faut pas être seul, faut en parler. Et puis profiter de toutes ces petites choses du quotidien. Un bon petit plat, un bon petit film, un joli coucher de soleil, toutes ces petites choses. À la tombée de la nuit, les rues étaient pleines et l'ambiance plutôt festive. Munis de leur passe Covid, les citoyens ont rempli les restaurants. D'autres se sont rendus chez le traiteur afin de ramener à la maison un bon repas à partager en famille. Et d'autres encore ont décidé de s'adonner à un rite de passage et de renouveau en se baignant dans les eaux gelées du lac Léman. Et quel est l'objectif en fait de faire ce genre de baignade ? Le bonheur, le bien-être, la connexion avec la nature, l'eau, ce qui est magnifique. En étant en ville, on peut se connecter directement avec la nature. Pour la nouvelle année, pour le nouvel an, on fête ici avec, on fait un plouf et après c'est la champagne. Car après tout, la nouvelle année peut se fêter n'importe où et dans n'importe quelle circonstance. Laetitia Rodriguez, NTD News. Cette année a également marqué la fin des 16 années de la chancelière allemande Angela Merkel à la tête de la plus grande économie d'Europe. Certains disent que Merkel restera dans les mémoires comme la chancelière qui a maîtrisé une succession de crises. Ses opposants estiment quant à eux qu'elle a géré les crises plutôt que de les résoudre et qu'elle a laissé beaucoup de travaux inachevés. George Coe de NTD nous en dit plus.
Le 8 décembre, le peuple allemand n'a pas seulement reçu un nouveau gouvernement, c'est aussi le jour où le Parlement allemand a élu l'ancien ministre des Finances, Olaf Scholz, au poste de chancelier allemand. Cette journée a également marqué la fin du mandat d'Angela Merkel, l'un des plus anciens dirigeants de l'Europe moderne. Certains disent qu'on se souviendra surtout d'elle pour avoir guidé l'Allemagne à travers une succession de crises. Ses opposants estiment qu'elle les a gérées plutôt que résolues. La première épreuve a été la crise financière de 2008, 3 ans après son arrivée au pouvoir. Au plus fort de la crise, elle a donné sa parole personnelle que les dépôts d'épargne allemands étaient sûrs. Et nous disons aux épargnants que leurs dépôts sont sûrs et le gouvernement allemand s'en porte garant. Pendant la crise de la dette de l'UE, elle a été une figure de proue dans l'effort pour sauver la monnaie européenne, acceptant les renflouements mais insistant sur les réductions de dépenses. Il est certain que pendant la crise financière de 2008, elle s'est retrouvée dans son rôle de chancelière de crise. Elle a même dit à maintes reprises lors de conversations avec des journalistes qu'il était étonnant qu'elle soit toujours aussi populaire malgré les nombreuses crises. Mais je dirais que c'est précisément à cause des nombreuses crises qu'elle est devenue populaire dans ce rôle précis. En 2011, après la fusion de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima, elle a accéléré la sortie du nucléaire en Allemagne. Les opposants affirment que cette mesure met en péril la sécurité énergétique de la plus grande économie d'Europe. En 2015, Mme Merkel a ouvert les frontières de l'Allemagne à environ 1 million de migrants et de réfugiés. Elle s'est heurtée à la résistance de ses partenaires européens et de ses concitoyens. Il n'y a aucune tolérance pour ceux qui remettent en cause la dignité des autres. Il n'y a pas de tolérance pour ceux qui ne veulent pas aider là où l'aide est légalement et humainement nécessaire. Mais elle a insisté sur le fait que l'Allemagne pouvait gérer cet afflux. Le fait qu'elle se soit prononcée si fortement sur la question des réfugiés, qu'elle ait formulé des choses de manière si pointue, ce à quoi on n'est pas vraiment habitué de sa part, a peut-être contribué aux problèmes qu'elle a rencontrés. Merkel était prête à abandonner des positions conservatrices telles que la conscription militaire lorsque cela était opportun. Certains opposants de son parti de centre-droit déplorent qu'elle l'ait déplacé vers la gauche. Des observateurs voient dans sa gestion de la pandémie une augmentation des divisions sociétales et un déclin de l'état de droit. Après 16 ans, elle a laissé de nombreuses tâches inachevées à son successeur. Elle admet que l'un d'entre eux est le manque de numérisation en Allemagne. Pendant la campagne électorale, Scholz, qui était également son vice-chancelier, s'est présenté comme un successeur naturel et une paire de mains sûre, même s'il est issu d'un autre parti. Les gens cherchent une personne en qui ils peuvent avoir confiance de la même manière. Du genre, ils vont le faire, on n'a pas à s'en inquiéter. Il y avait cette pub pour une banque. Vivez votre vie, nous nous occupons du reste. Georges Co, NTD News. Avez-vous déjà pris vos bonnes résolutions pour 2022? Beaucoup voient dans la nouvelle année l'occasion de se fixer un objectif d'amélioration personnelle. Mais au fil des jours, beaucoup de ces objectifs sont oubliés. Alors, comment les gens comptent-ils tenir leurs résolutions cette année? Jason Perry de NTD le découvre pour nous. Avez-vous déjà pris une résolution du Nouvel An et vous y êtes-vous tenu tout au début, mais après quelques mois environ, elle s'est lentement estompée au point que vous ne vous souvenez plus de votre résolution de l'année dernière? Je vais parler à quelques personnes aujourd'hui pour voir quelles sont leurs résolutions et comment elles comptent s'y tenir tout au long de l'année. Avez-vous pris de bonnes résolutions? Principalement être un peu plus en forme, perdre un peu de poids, vous savez, essayer d'avoir des tablettes de chocolat. Je vais essayer de faire un peu plus d'exercice, d'être plus actif, de sortir un peu plus et, vous savez, de mettre un peu plus d'argent dans mon plan d'épargne retraite. Peut-être se marier et avoir des enfants, on verra bien. Mais à part ça, généralement, avoir plus de culture, plus de richesse, plus de santé. Eh bien, économiser de l'argent, c'est ma nouvelle résolution, et manger plus sainement. Pour le Nouvel An, j'ai l'intention d'améliorer mes compétences linguistiques en bengali. Je suis originaire du Bangladesh, mais je ne parle pas cette langue. C'est pourquoi j'ai l'intention de m'améliorer l'année prochaine et de lire beaucoup plus. Tout cela semble être de très bonnes résolutions, mais comment vont-ils s'en souvenir? Je suis passé par là aussi. Vous prenez des résolutions. Peut-être que le 3e jour c'est fini, mais je pense que ça m'aiderait à me dire que je dois continuer à le faire.
Eh bien, comme c'est un objectif absolument mesurable, vous savez, je viens d'acheter une Apple Watch pour m'aider à suivre mes pas et mes calories, alors peut-être avec. J'utilise une application Apple Streak. Au lieu de prendre une grande résolution, j'ai essayé de faire en sorte que chaque mois ait une résolution différente, alors il y a une application qui s'appelle Streak. Je n'y suis pas affilié ou quoi que ce soit, mais tous les jours on peut dire que l'on a fait telle activité ou pas. Prendre des notes, je ne sais pas, collez-les partout sur votre frigo ou partout où vous pouvez les voir clairement. Ayez un partenaire responsable. Mes amis et moi avions tous notre propre club de lecture virtuelle et on s'assurait juste qu'on lisait tous quelque chose pendant la semaine et qu'on gardait une trace de ce qu'on avait lu. C'est ce qu'on essaye de faire et avec un peu de chance, ça durera. Je vous souhaite une bonne année et que votre résolution du Nouvel An ne soit pas oubliée. Jason Perry, NTD News, New York. Le tourisme reprend de la vigueur à Rio de Janeiro. Alors que la traditionnelle fête de la plage du Nouvel An a été annulée, de plus en plus de personnes se tournent vers le célèbre carnaval de Rio qui aura lieu plus tard au cours du mois de février. Alors, allons faire un tour au soleil. Copacabana est l'un des paysages les plus emblématiques de Rio. C'est le long de cette plage que se trouvent la plupart des hôtels de luxe de la ville. Après la baisse d'activité due à la pandémie de 2020, les réservations repartent à la hausse en cette période de vacances. Nous sommes très enthousiastes avec le rebond du tourisme et la perspective d'une amélioration pour la fin de l'année et la demande pour Rio de Janeiro. Nous voyons le rebond principalement dans le tourisme de luxe. La variante Omicron a mis fin à la fête de la plage du Nouvel An de cette année, mais le secteur du tourisme s'attend à des célébrations plus contrôlées et privées à venir. La pandémie a également interrompu le carnaval de Rio. Rio Tour, l'organisateur de l'événement, dit qu'ils attendent le retour de la parade mondialement connue en février prochain. Le prochain carnaval va être emblématique pour amener la puissance et la joie qui appartiennent à Rio de Janeiro et au Cariocas. Le stade du carnaval de Rio est vide depuis presque 2 ans. Aujourd'hui, un groupe de samba local utilise l'espace en vue du prochain défilé. Dans le même temps, l'attraction Expérience Carnaval, ouverte toute l'année, montre aux visiteurs les rouages du monde du carnaval. Nous avons environ 250 000 personnes qui travaillent sur ce carnaval. C'était un défi l'année dernière. Nous espérons qu'il y aura un carnaval cette année. C'est très important pour nous, très important pour l'économie de la ville. L'attraction s'adresse en grande partie aux touristes étrangers qui visitent la ville en dehors de la saison du carnaval. Il semble qu'en ce qui concerne le Covid, tout va bien. Tout le monde semble porter des masques, pour la plupart, et je me sens très à l'aise. Nous avons suivi de près les taux de Covid au Brésil qui sont beaucoup plus bas maintenant, notamment beaucoup plus bas que là où je suis aux États-Unis. Les passeports vaccinaux seront nécessaires pour assister au défilé officiel de 2 jours. En plus de cela, les autorités locales comptent sur un plus grand nombre de visiteurs pour venir découvrir les autres attractions de la ville. L'année 2021 a été une année formidable pour l'exploration spatiale, la recherche en apesanteur et les événements marquants du cosmos. Mais pour quelles raisons cette année restera-t-elle dans les mémoires ? Trevor Piper de NTD revient sur les pas de géants les plus importants réalisés par l'humanité cette année. En janvier, une équipe de chercheurs a simulé la vie sur la Lune en passant 2 semaines en isolement dans une base de Pologne. L'étude a porté sur les quarantaines pandémiques et les restrictions sociales et leurs effets sur la santé humaine. Ce mois-ci, la recherche gastronomique a également atteint de nouveaux sommets. Du vin ayant passé 1 an dans l'espace est revenu sur Terre avec un goût, une odeur et un aspect différents. 12 bouteilles d'un millésime exclusif ont été envoyées à la Station spatiale internationale ainsi que des centaines de pieds de vignes. 1 mois plus tard, l'Agence spatiale européenne a installé un panneau Aide recherchée, le premier en 11 ans. Le mois d'avril a été marqué par un anniversaire important, 60 ans après que le pilote de l'armée de l'air Yuri Gagarin soit devenu le premier être humain dans l'espace. Il a fait le pas de géant pour l'humanité de l'Union soviétique et a incité les États-Unis à se lancer dans la course à la Lune. Le mois d'avril a également été marqué par une perte pour la communauté spatiale, le décès de l'astronaute d'Apollo 11 Michael Collins. Sa famille a annoncé qu'il était mort d'un cancer à l'âge de 90 ans. Collins faisait partie de l'équipage de 3 hommes qui a mis fin à la course à l'espace avec la Russie, bien qu'il n'ait jamais posé le pied sur la surface lunaire comme ses coéquipiers Buzz Aldrin et Neil Armstrong. On m'a toujours demandé si je n'étais pas la personne la plus seule de toute l'histoire solitaire, de l'entier système solaire solitaire, lorsque j'étais seul sur cette orbite solitaire. Et la réponse était non.
En mai, l'Agence spatiale européenne a présenté le projet Moonlight. Il s'agit d'envoyer des satellites en orbite autour de la Lune et d'aider l'agence à offrir des services de communication et de navigation à tout pays prévoyant des missions d'exploration lunaire. Il nous aidera à ouvrir la voie à une mission vers Mars et au-delà, et il nous permettra une exploration spatiale plus durable à l'avenir. Les Émirats ont fait part de leur ambition extraplanétaire en juillet. Parmi les candidats sélectionnés pour devenir des astronautes émiratis figurait la première femme astronaute du monde arabe. Le sentiment de réaliser ses rêves est très gratifiant et je ressens également un énorme engagement et un sentiment de l'importance de ce projet pour les Émirats. Le même mois, le milliardaire Richard Branson s'était lancé dans l'espace à bord de sa propre fusée Halley. Son entreprise de tourisme spatial Virgin Galactic a atteint une altitude de 85,5 km au-dessus du désert du Nouveau-Mexique, une altitude suffisante pour vivre en apesanteur et observer la courbure de la Terre. À la prochaine génération de rêveurs, si nous pouvons faire cela, imaginez ce que vous pouvez faire. Le lancement a devancé de 9 jours le rival de Branson, Jeff Bezos, beaucoup plus riche. C'est à ce moment-là que Bezos s'est envolé dans l'espace pour le premier vol habité de sa société de fusées. La fusée New Shepard de Blue Origin a décollé le 52e anniversaire de l'alunissage d'Apollo 11. Nous allons construire une route vers l'espace pour que nos enfants et leurs enfants puissent construire l'avenir et nous devons le faire. Nous devons le faire pour résoudre les problèmes ici sur Terre. En septembre, le monde de Barbie a atteint les étoiles lors d'un vol en gravité zéro. Le fabricant de jouets Mattel a demandé à l'Agence spatiale européenne d'emmener sa poupée astronaute Samantha Cristoforetti dans un vol parabolique pour marquer la semaine mondiale de l'espace. Cette mission a pour but d'inciter les jeunes filles à embrasser une carrière dans l'industrie spatiale. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Oui, c'est exactement ce que nous voulons. Je veux dire, regardez les Lego. Combien de filles peuvent jouer avec des poupées qui sont des astronautes? Comme c'est inspirant. Une équipe de tournage russe est partie dans l'espace en octobre pour réaliser le premier film au monde en orbite. Ils ont passé 12 jours à filmer des scènes pour une production de long métrage. Leur voyage a suivi de près celui d'une autre icône du cinéma, le capitaine Kirk de Star Trek, incarné par William Shatner, a osé aller là où aucun homme n'est allé auparavant, atteignant l'ultime frontière à l'âge de 90 ans à bord d'un vaisseau construit par la société de Jeff Bezos. Ce que vous m'avez donné est l'expérience la plus profonde que je puisse imaginer. Je suis tellement rempli d'émotions par rapport à ce qui vient de se passer. Pour terminer l'année, la NASA a sélectionné 10 nouveaux astronautes en décembre et un milliardaire japonais est monté à bord de la Station spatiale internationale. Il s'agit de la première visite d'un touriste spatial payant dans l'avant-poste orbital depuis 2009. Le prix du voyage n'a pas été divulgué. Trevor Piper, NTD News. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.